il faut un peu imaginer que le stéréotype, c'est une sorte de paire de lunettes qui introduit des biais, qui introduit tout simplement une certaine déformation de la réalité que l'on a. Alors, ces stéréotypes, d'abord, on en a tous, on en a toutes. Je travaille depuis des années sur ce sujet, j'en ai. Ils s'expriment, alors bon, moi j'ai l'habitude, je les regarde traverser mon esprit ou quand je les verbalise, ou je les freine quand je sens qu'ils viennent avant qu'ils soient complètement verbalisés. Bien sûr, ces stéréotypes sont largement non conscients, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai indiqué, on n'a pas besoin de les convoquer, on n'a pas besoin d'y penser, ils viennent tout seuls. Alors, ces stéréotypes, ni vrais, ni faux, ni une erreur. C'est très important que vous puissiez vous dire que si un jour vous vous rendez compte chez quelqu'un ou chez vous d'un stéréotype qui vous choque, qu'en fait, il ne faut surtout pas le juger. Parce qu'en fait, ces stéréotypes, ils sont là, ils sont très préconscients, et en fait, c'est un biais de perception. C'est quelque chose qui grossit, détourne le regard, et c'est comme ça. Donc, il faut essayer, surtout quand on les travaille en groupe ou avec quelqu'un, il faut essayer d'éviter de les juger. Alors, en général, il y a beaucoup plus de stéréotypes positifs pour les groupes dominants et beaucoup plus de stéréotypes négatifs pour les groupes dominés. Donc, si on se mettait au jeu des stéréotypes femmes-hommes, on aurait des listes beaucoup plus importantes de stéréotypes négatifs pour les femmes et beaucoup plus de stéréotypes positifs pour les hommes. Ces stéréotypes, quand ils s'accumulent sur quelqu'un, eh bien, ça produit un jugement social. Et un jugement social qui est potentiellement parfois très violent quand c'est un stéréotype négatif qui s'additionne à un autre stéréotype négatif. Et surtout, tout ça, c'est des construits sociaux qui sont très différents d'une société à l'autre. Derrière le mot « homme », on a encore plus un effet de massification. On voit encore moins les différences. En fait, on commence dans la société à percevoir toute l'étendue des façons d'être une femme, mais je pense que pour ce qui est de la masculinité, enfin des hommes, pardon, eh bien, on a encore une vision très fermée. Un homme, c'est quelque chose de très précis et de très peu divers. Pour fabriquer un homme, eh bien, il y a besoin de mettre les hommes au même endroit, dans des endroits donc homosociaux, unisexes, où on va leur apprendre à être des hommes. Et les anthropologues en ont trouvé plein de sociétés, un peu de toute forme de développement et sur tout lieu, construisent des moments importants. Alors, pensez par exemple à ce qu'était le service militaire, qui sont des moments où on est entre hommes et on apprend à être un mec. Et c'est ça qu'on va regarder. Et puis, il y a aussi tout ce qu'on appelle les logiques de bande, les bandes de potes qui ont été aussi très analysées, qui sont des lieux où les hommes vont apprendre à être ensemble pour apprendre à être des hommes. Il y a l'impératif de prouver qu'on en est. Dans la masculinité, probablement beaucoup plus que dans la féminité, c'est d'ailleurs quelque chose qui, à mon avis, pèse sur beaucoup d'hommes, c'est ce besoin, enfin cette nécessité de très régulièrement devoir prouver qu'on est un homme et surtout aux yeux des autres hommes. Car la masculinité se construit énormément dans le regard entre les personnes du même sexe. Il est très important à certains moments de la vie des garçons d'être surtout pas comme une femme et surtout pas comme un homosexuel. Ces deux figures, ces deux stéréotypes, l'homosexuel, donc nécessairement efféminé, aimant le rose, enfin que c'est plus souvent à la mode maintenant, l'opéra, la musique classique, et la femme donc plutôt faible, discrète, blonde et jolie, c'est de ça dont on parle, eh bien évidemment ces deux figures, ces deux stéréotypes servent de repoussoir extrêmement important aux garçons en particulier pour dire « je ne suis pas ça, surtout pas ça ». Et en fait la masculinité se définit en contre. Beaucoup de garçons dans les enquêtes ne sont pas capables de dire ce que c'est qu'un garçon, sauf à dire « je ne suis pas ça ». Ça, c'est très important. La solidarité clanique, ça aussi, c'est très masculin. Alors, c'est ce qui explique, à mon avis, que c'est si difficile de construire la mixité. C'est que les hommes, pour se sentir hommes, ont besoin régulièrement de se retrouver entre hommes. Pour que les autres hommes leur disent « Regarde, je te regarde comme un homme, je te donne une tape virile, ouais, on est bien ensemble, on est sûr qu'on est des hommes. » Et c'est très fort identitairement parce que ça rassure et parce que ça permet de tenir cette masculinité qui est quand même, on va le voir, très difficile à tenir dans notre société. Les milieux masculins sont des milieux hiérarchisés. Quand les hommes sont entre eux, ils ne sont pas égaux. Ne croyez surtout pas ça, mesdames.
Les femmes, souvent, ont une représentation, à mon avis, erronée là-dessus. Les milieux masculins, quand les hommes se réunissent dans un club de sport, enfin quand ils sont entre eux, c'est des milieux très hiérarchisés. Il y a des mâles dominants qui, par leur âge, leur expérience, un certain nombre de critères qui sont valorisés dans le groupe, sont des hommes qui ont des droits sur les autres. Puis il y en a d'autres qui sont un peu secondaires, qui sont déjà bien contents d'avoir été invités. Donc, il y a une hiérarchie. Bourdieu l'a décrit très très bien. Il y a une hiérarchie qui fait que, bien évidemment, la notion de compétition va débarquer très vite derrière. Autre chose aussi, c'est que dans la masculinité hégémonique, dans cette masculinité particulière, il y a plein d'autres formes de masculinité qui ne ressemblent pas à ça, eh bien, on a un problème avec l'intime. C'est-à-dire que le sentiment est quand même quelque chose de compliqué. Et donc, il faut s'endurcir. Il y a de très beaux travaux sur qu'est-ce que c'est être bourru quand on est entre hommes. Les hommes aiment être ensemble, mais ne peuvent pas se le dire. Parce que c'est peut-être une sorte de séduction, donc peut-être de l'homosexualité. Donc du coup, ils vont se donner des signes d'affection, mais qui sont durs et qui prouvent qu'on est solide. Voilà. Mais l'affection sera possible comme ça, donc par des biais très particuliers. Et bien évidemment, si on est dans l'intime refoulé, c'est le dépassement de soi, ainsi de suite. Alors je ne vous dis pas les effets sur la santé que les psychologues ont très très bien documentés. Les hommes, aujourd'hui, heureusement, consultent plus facilement les psychologues, mais quand ils consultent, ils sont généralement beaucoup plus malades que les femmes. C'est-à-dire qu'ils attendent beaucoup plus longtemps avant de consulter, parce que l'idée de se dire à soi qu'on n'est pas bien est beaucoup plus compliquée pour un homme en général que pour une femme. Dans l'entreprise, on voit des comportements de préservation des espaces homosociaux, donc des espaces uniquement composés d'hommes, qui sont aujourd'hui, à mon avis, très crispés face à la montée des femmes. On a des comportements de résistance très importants, avec des effets de cliquet qui sont aujourd'hui bien documentés, sur le fait qu'entre 25% et un tiers de femmes, quand on est autour de ces chiffres-là, les hommes vont se sentir en danger dans leur être entre soi. Et donc, effectivement, il y a des comportements de blocage qui sont assez forts. Lorsque les hommes sont au chômage, c'est plus compliqué. Parce qu'en fait, l'identité de l'homme en Occident, c'est un homme qui réussit au travail. Être un homme bien, c'est réussir au travail. Et donc, il investit très profondément la sphère professionnelle pour justement alimenter son identité de façon positive. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand la sphère professionnelle s'effondre, généralement la sphère familiale, la sphère amicale, la sphère associative est vide. Alors que les femmes, elles ont une sphère domestique, une sphère amicale, souvent beaucoup plus présente dans leur identité et valorisable. Donc souvent, la perte d'emploi, c'est un effondrement identitaire chez les hommes, moins souvent chez les femmes. Depuis tout petit, on leur a appris qu'être un homme, un vrai, ça se lit dans les yeux d'autres hommes plus âgés, plus aguerris, qui ont réussi, qui ont passé des épreuves. Comme les hommes, ils ont du mal à être complètement sujets, complètement en lien avec leurs émotions, complètement dans le jeu, ils sont beaucoup dans le jeu. Ils transforment tout en objet, en chiffres, en reporting, en tableau, tout devient objet, et ils jouent avec ces objets et ils jouent avec des règles. Et ils n'aiment pas quand les femmes rentrent parce que des fois, elles ne jouent pas avec les règles, voire elles changent les règles. Et ça, c'est insupportable. Parce que ça ne peut pas se passer. On est en train de jouer, on a posé des règles ensemble. Il y en a un qui trébuche, tant pis pour lui, il a raté. Il y en a un qui gagne, tant mieux. Il y a un tournoi, il y a une autre partie, on rejoue. Voilà, mais on ne va pas mettre une femme qui va venir nous discuter les règles. C'est que ce truc. Les logiques de compétition dans cette hiérarchie masculine sont fortes et que dans l'entreprise, ce qu'il incarne, c'est la logique de la carrière. Alors, il y a un très vieux modèle qui est très utilisé en gestion des ressources humaines, qui est le modèle du tournoi, pour expliquer comment ça fonctionne, les carrières dans l'entreprise. Voilà, le mot, vous pensez à un tournoi de tennis, je n'ai pas besoin d'aller plus loin, ça fonctionne comme ça. Donc, il y a ceux qui rentrent directement, il y a ceux qui rentrent par les qualifications, et puis après, il y a des tournois, et puis il y a ceux qui perdent, il y a ceux qui gagnent, et puis il y a la tête de tableau. La métaphore marche très très bien. Le manager, le cadre, le leader, l'ingénieur, l'entrepreneur, ce ne sont pas des mots neutres du tout, ils sont genrés. Il y a tout un tas de travaux aujourd'hui pour savoir qui a écrit sur l'entrepreneuriat, qui sont les entrepreneurs. Les hommes et les femmes, lorsqu'on leur demande dans des questionnaires « c'est quoi pour vous un bon entrepreneur ?», on a des adjectifs qui sortent et ces adjectifs, ils sont très connotés et ils sont souvent assez liés à cette masculinité hégémonique.